Bonjour et bienvenue au Régional, votre rendez-vous d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, TVR9 couvre le débat électoral dans la circonscription de Belleuil-Chambly. Visite du cinéparc de Mont-Saint-Hilaire avec le propriétaire Kevin Patnaud, entre autres pour parler de son investissement dans un nouveau projecteur. Le service d'incendie de Chambly annonce l'acquisition de sa nouvelle embarcation. TVR9 couvre la conférence de presse. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La course pour la circonscription de Belleuil-Chambly se précise à l'approche des élections fédérales du 28 avril. 5 candidats sont en lice. Le député sortant Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, affrontera Nicolas Malouin du Parti libéral, Marie-Josée Béliveau du Nouveau Parti démocratique, Sylvain Goulet du Parti conservateur et Nicolas Manès du Parti populaire du Canada. Parmi les nouvelles candidatures, Sylvain Goulet du Parti conservateur se présente comme un homme d'affaires expérimenté et un membre engagé de sa communauté. Il prône une économie plus libre et l'allègement fiscal. De son côté, Nicolas Manès du Parti populaire se positionne comme un défenseur des valeurs de liberté, responsabilité personnelle et équité. Enfin, le Parti vert, qui avait annoncé Françoise Ronet comme candidate, ne la présente plus sur la liste officielle d'Élections Canada, laissant place à des spéculations sur la raison de son retrait. Les électeurs de la circonscription devront choisir parmi ces candidats aux positions et visions distinctes, avec des enjeux importants comme l'économie et l'accès aux services publics. La Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville est finaliste dans la catégorie Initiative Coup de cœur au Gala des chambres de commerce 2025, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Le projet en vedette, Élévation, une campagne animée par la PDG Julie Larochelle qui met de l'avant des leaders féminins de la région. Un mouvement à la fois mobilisateur et très humain. La PDG Julie Larochelle s'est dite fière de cette reconnaissance qu'elle attribue à l'audace et au travail collectif derrière le projet. Le gala se tiendra le 17 juin à Rivière-du-Loup. 2 autres chambres sont finalistes dans la même catégorie, Manicouagan et Les Moulins. Rappelons que la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville regroupe plus de 650 membres et a remporté en 2023 le prix de la Chambre de commerce de l'année dans sa catégorie. La ville de Mont-Saint-Hilaire entame un réaménagement du boulevard Sir Wilfrid Laurier pour favoriser une mobilité plus sécuritaire pour les piétons et cyclistes. L'un des objectifs est de réduire la vitesse à 50 km/h sur la portion de la route 116 qui traverse le secteur urbain afin d'améliorer la sécurité des usagers. Dès 7 avril, des bornes de délimitation et de butoirs seront installées pour réorganiser les accès commerciaux et interdire le stationnement en parallèle de ce tronçon. Ces aménagements temporaires permettront d'obtenir l'autorisation du ministre des Transports de réduire la vitesse dans l'attente des travaux plus complexes à venir. Le projet a débuté en 2024 avec des travaux préparatoires sur la route 116 concernant la conduite principale d'eau potable et la vitesse a été réduite à 60 km/h entre les résidences Soleil et Grande Allée. La prochaine phase du projet, prévue entre 2025 et 2026, inclura la création d'une voie réservée pour le transport en commun, une piste cyclable bidirectionnelle et la mise aux normes des trottoirs et feux de circulation. Mont-Saint-Hilaire envisage également un prolongement du projet entre 2027 et 2030 pour les sections restantes de la 116, en collaboration avec le ministère des Transports. Ce réaménagement fait partie d'un plan plus large de mobilité active adopté par la Ville qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment celles issues des déplacements en voiture. Le Jeune barreau de Montréal offrira des conseils juridiques gratuits les 26 et 27 avril aux citoyens de la Montérégie. L'événement se tiendra de 9h à 16h et sera admissible par téléphone au numéro s'affichant à l'écran. Des avocats et notaires bénévoles seront à l'écoute pour répondre à vos questions dans plusieurs domaines de droit. Le logement, le travail, les successions, le droit familial, la jeunesse, le droit criminel, la copropriété et bien plus. C'est un service anonyme et ouvert à tous, peu importe votre situation. L'initiative, en partenariat avec le Barreau du Québec et d'autres organismes, a permis d'aider plus de 1800 personnes lors de la dernière édition. Cette année, la clinique abordera également plusieurs enjeux d'actualité comme l'augmentation des loyers, les changements en immigration, la réforme du droit de la famille et les impacts économiques de certaines politiques américaines.
Donc, pour parler à un juriste bénévole le 26 et 27 avril, il suffit de composer le 1-844-779-6232. Le Saint Charlie, ce festival country devenu un incontournable à Saint-Charles-sur-Richelieu, pourra continuer de faire vibrer la communauté grâce à un partenariat renouvelé avec la Caisse Desjardins Belleuil Mont-Saint-Hilaire. La municipalité a annoncé avec enthousiasme que Desjardins demeurera partenaire exclusif de l'événement pour les 3 prochaines années. Un appui financier de 4 000 par année permettra de bonifier le programme et d'enrichir l'expérience des festivaliers. Julie Lucier, mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu, souligne que ce soutien donne à l'organisation les moyens de bâtir sur le succès des 2 premières éditions. Elle rappelle que le Saint Charlie est devenu un moment fort de l'été dans la région. Pour le directeur général de la Caisse Desjardins, le festival est l'image même de la vitalité régionale. L'organisation est fière de soutenir une activité rassembleuse qui met en valeur le dynamisme et la culture locale. Le Saint Charlie promet donc une édition encore plus flamboyante cette année. L'événement est gratuit, peu importe la météo. La population est invitée à enfiler les bottes et chapeaux pour venir célébrer au rythme de la musique country. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Le 14 avril dernier, un débat a eu lieu dans la circonscription de Belleuil-Chambly. Tous les partis ont eu l'occasion d'envoyer un représentant, mais seulement 3 s'y sont présentés. Yves-François Blanchet du Bloc québécois, Marie-Josée Béliveau du NPD et Laurent Cazeneuve du Parti libéral. L'intégralité du débat sera disponible sur le site de TVR9 jusqu'au 27 avril. Et on commence par M. Blanchet. Veuillez donc accueillir notre premier invité, M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois et candidat dans Belleuil-Chambly. Vous savez, vous êtes député ici dans la région. Le transport en commun, c'est un gros enjeu ici pour diverses raisons. C'est difficilement accessible en ce moment. C'est une considération qu'on entend tant dans le milieu d'affaires que des élus. Ça restreint le bassin de main-d'œuvre, mais ça restreint aussi les déplacements pour des gens qui sont moins nantis. Qu'est-ce que le fédéral peut faire pour aider dans cet enjeu-là, selon vous? Des chèques. Le transport collectif est une responsabilité exclusive des municipalités et de l'État québécois. Donc, il y a plein de manœuvres à caractère électoral qui se font. Elles sont toutes à être dénoncées. La dynamique ici, ce que j'ai compris, j'ai rencontré les gens d'Exo, d'ailleurs, c'est très récent, c'est d'abord les nombreux arrêts volontaires ou pas du REM posent un problème. Donc, des lignes directes vers Montréal, vers la rive sud de Montréal, ce serait déjà un avantage considérable. Mais bien au-delà de ça, eux, pour bien desservir la région ici, puis augmenter, améliorer le service, la circulation de la main-d'œuvre, ont besoin de plus de moyens. Et il faut, et là, lorsqu'il s'agit d'aller chercher davantage de ressources financières dans les secteurs qui relèvent de Québec, bien ça, nous, c'est notre travail. Là, on pourrait dire, ah oui, mais là, vous voulez juste l'argent, mais c'est notre argent. Le fédéral reçoit davantage en revenus de taxes et d'impôts que ce que ses missions commandent. Et les provinces, toutes, là, pas juste le Québec, reçoivent moins en taxes et en impôts que leurs obligations. Ce qui fait que, techniquement, il y a même plusieurs provinces qui, s'il n'y a pas de changement majeur de fait, dans quelques décennies, sont littéralement en faillite, tandis que le fédéral accumule une forme de surplus. Ces surplus-là viennent du Québec et des provinces. Donc, quand on dit, bien, ça, ta responsabilité, c'est de faire le chèque. Il suffit de prendre le dossier qui est très emblématique du tramway à Québec. La Ville le veut, le gouvernement du Québec le veut. Si c'est les conservateurs, ça n'existe pas parce qu'ils vont l'annuler. Mais les libéraux ont dit, écoutez, il y a 20 du financement de nous qui est déjà arrivé, mais l'autre 20 qui devrait revenir du fédéral, il va falloir que vous élisiez les libéraux. Il faut sortir de la dynamique où des équipements fondamentaux sont associés à une préférence électorale imposée. Donc, l'avenir est dans le transport collectif électrique. C'est pour ça que malgré les maladresses considérables du projet Nordvolt qui est ici, on ne peut pas abandonner la filière batterie, on ne peut pas abandonner le transport intermédiaire et lourd avec des énergies propres. Il faut maintenir la recherche, puis il faut que les circuits se développent pour que l'offre fasse en sorte que les gens fassent ce choix-là, que ça désengorge les axes de circulation, que l'efficacité soit là, que le confort soit là. Moi, ça m'impressionne quand je vois le REM comme technologie, là, comme vitrine technologique. Moi, je trouve ça impressionnant. Je trouve ça dommage, par contre, puis ici, on a payé le prix,
que par une série d'ententes, on oblige les municipalités, on a obligé Hydro-Québec, on a obligé des usagers du transport collectif à Montréal, en détournant des ressources et des circuits pour aller artificiellement alimenter le REM. Et ça, pour nous ici, je trouve que ça ne nous a pas servi. Voilà. Merci. Il reste 4 minutes. Je vois le compteur filer. Je vais y aller avec un sujet aussi qui est très local, au sujet du logement et développement urbain, avec les discussions en cours sur un projet de 30 logements sociaux à Chambly. Quelles mesures votre parti propose-t-il pour accélérer la création de logements abordables dans la circonscription? On est déjà, social et abordable étant deux choses différentes, on est déjà très engagé sur l'enjeu du logement social. Encore une fois, c'est une juridiction du Québec. Tu sais, le Québec n'intervient pas dans le militaire à Ottawa, c'est une juridiction d'Ottawa. C'est chacun ses affaires, puis on n'intervient pas dans le service postal. Puis bon. C'est une juridiction du Québec dans laquelle le fédéral est supposé avoir une contribution financière. Des fois, ça peut être très long, puis des fois, ça bloque. Puis un dossier qui est bloqué par une volonté politique d'ingérence fédérale, parlez-en aux gens de l'Entraide Plus, là, ils l'ont vécu, puis ça leur a coûté très cher, alors qu'a priori, ça aurait d'abord dû être l'objet d'une entente avec Québec. C'était un piège qui a été tendu au gouvernement du Québec, et ça a été un dossier douloureux à gérer, là. J'ai rencontré Sylvie Blanchard bien des fois. Ça a été douloureux. Bien, c'est un peu la même affaire. C'est de l'argent que tu retiens, alors que les municipalités savent qui, où, comment, quand et à quel prix on peut faire sortir du logement social du sol. Le logement abordable, moi, j'avais un problème historiquement avec ça, parce qu'essentiellement, la subvention servait à maintenir la valeur d'un parc locatif privé. Ça ne sert pas tant à la collectivité. Au point où on en est maintenant, c'est un outil qu'on peut pas ignorer. On est obligé de soutenir du logement pour qu'il reste abordable pour des gens qui autrement n'y auraient pas accès. Imaginez l'incidence de ça encore aujourd'hui. L'itinérance, ce n'est pas alimenté seulement par des enjeux graves de toxicomanie ou de santé mentale. L'itinérance est alimentée par l'impossibilité de payer un logement. Ici, dans la circonscription, c'est 950 $ en moyenne. Là. C'est complètement fou. Là. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas se payer ça. Donc, accélérer le processus et s'en remettre aux municipalités qui ont la connaissance, l'expertise, le terrain, bien mesurer c'est qui leur monde. Mais on a la mauvaise habitude de faire descendre des responsabilités vers les municipalités, mais de ne leur laisser ni le pouvoir décisionnel, ni les moyens financiers pour les réaliser. Vous connaissez notre affection particulière pour le commerce local. Donc, quels sont vos plans pour stimuler l'économie locale, notamment en soutenant les petites entreprises et en favorisant l'achat local dans des secteurs comme le Vieux-Belleuil, par exemple? L'achat local est en général un mouvement du cœur. C'est pas en enlevant des taxes, par exemple. Il y a des secteurs où on dit enlever la taxe. On dit la taxe sur les billets de spectacle devrait retourner dans un fonds géré par les diffuseurs de spectacles. On dit qu'il ne devrait pas y avoir de TPS sur les livres. Il y a des mesures comme ça qui encouragent des secteurs précis. Pour encourager le commerce local, une des meilleures avenues, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat des particuliers. Je reviens toujours avec les 65 à 75 ans qui sont l'objet d'une discrimination, l'augmentation de 10 % de la pension de sécurité de vieillesse ne leur a pas été accordée comme aux plus de 75 ans. Ces gens-là ont un pouvoir d'achat qui ne s'est pas ajusté à l'augmentation du coût de la vie. Même quand l'inflation ralentit, et là, elle risque de redécoller, même quand ça ralentit, les prix qui ont monté sont restés hauts. Donc, ces gens-là sont pénalisés. Si on améliorait la pension de sécurité de la vieillesse de ces gens-là, ce n'est pas du monde qui vont coller l'argent, surtout pas aux Bermudes ou aux îles Caïmans. C'est du monde qui vont dépenser l'argent. Et ça fait fonctionner, ça fait rouler l'économie des régions du Québec. Donc, ça reste un moyen essentiel, mais c'est de l'encouragement sur le fond. Et je pense que naturellement, sans que personne ne leur dise, des Québécois, puis dans une bonne mesure, les Canadiens aussi, se sont mis à acheter bien davantage local. Il faut aussi, je le remarquais, une tendance des chaînes, parfois même des chaînes de grandes entreprises québécoises, quittent les centres-villes pour aller dans des secteurs où ils sont entre des multinationales américaines. Il ne faut pas laisser nos petits centres-villes se dévitaliser. Il faut que les gens gardent le goût d'aller faire à la parisienne là, ta série de petits magasins, puis tu as ton boulanger, puis tu as ton boucher. Ça soutient beaucoup un commerce local avec de l'argent qui reste dans notre économie à nous plutôt que d'aller vers les profits des multinationales. Concrètement, comment votre parti compte développer
les régions économiquement et les diversifier. Parce qu'on sait, c'est un enjeu dans plusieurs régions, c'est un enjeu ici aussi, la diversification économique. Qu'est-ce que votre parti prévoit en ce sens-là? En fait, on l'a dit déjà à de nombreuses reprises, fait que ça va être assez facile. Avant même la crise avec les Américains, on militait fortement, et je militais fortement pour la transformation au Québec de nos propres ressources naturelles. Que ce soit l'aluminium. D'ailleurs, il y a des entreprises qui utilisent de l'aluminium québécois d'abord transformé aux États-Unis. C'est un peu fou, là. Transformer notre aluminium, avoir un laminoir, avoir une usine d'extrusion, plus extrusion que laminoir d'ailleurs, parce que laminoir, c'est très complexe, ça prend d'énormes marchés. Les gens à l'heure actuelle qui font de la canette de bière, les microbrasseries qui sont si importantes dans la région du Québec, ils achètent leurs canettes aux États-Unis, souvent fait à partir d'aluminium québécois, payent le tarif au retour. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Il faut que les pêches soient soutenues pour la transformation, la foresterie soit soutenue pour la transformation, même la scierie, il y en a quand même au Québec qui ne sert pas à l'industrie automobile, que ce soit soutenu. Il faut que l'activité culturelle puisse rester très dynamique dans les régions du Québec. Et l'argent des tarifs peut servir à ça. Maintenant, ne nous en plaignons pas. L'ACEUM est resté en vigueur, ce qui fait que les tarifs transversaux applicables à tout du président Trump n'existent pas ici. Il y a l'automobile qui est l'objet d'un tarif, et la réponse canadienne est la bonne, j'hésite même pas à le dire, des tarifs ciblés, dollar pour dollar. Moi, je pense que c'est la bonne façon de répondre, puis j'encourage qu'on reste dans cette piste-là. Mais lorsqu'il y a des tarifs sur l'aluminium ou des tarifs sur le bois, comme il y en a depuis je ne sais pas combien d'années, personne n'a levé la main. Il n'y a pas eu d'intervention. Il n'y a pas eu de mesures de représailles contre les États-Unis qui ont posé des gestes très agressifs concernant des secteurs de l'économie québécoise qui sont très importants. Donc, il y a cet enjeu-là que le gouvernement, nonobstant les options constitutionnelles des uns ou des autres, l'enjeu que le gouvernement central serve vraiment tout le monde. Et notre approche dans la campagne, c'est de dire les Canadiens choisiront bien qui sera leur premier ministre, puis les Québécois ont la possibilité d'ajouter à ça une voix qui va préserver leurs intérêts à eux autres, sachant très bien que ce n'est pas les Québécois qui vont, c'est pas le Bloc québécois qui va être au pouvoir. On peut exercer énormément de pouvoir selon l'envergure du mandat que les Québécois nous donneront. La deuxième candidate, ce coup-ci, du nouveau Parti démocratique dans Belleuil-Chambly, c'est Mme Marie-Josée Béliveau. Alors, je vous invite à venir à l'avant. On vous amène un micro. C'est beaucoup évoqué tant par les élus que les entreprises ici, le transport en commun, parce que oui, il y a le REM, mais il faut quand même prendre sa voiture pour s'y rendre. C'est pas tout le monde qui a des voitures. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est un frein pour le bassin de main-d'œuvre, mais aussi pour des personnes qui ont peut-être moins de moyens. Ça coûte très cher avoir une voiture aujourd'hui. Je vous apprends rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau fédéral pour justement avoir davantage de transport en commun dans des régions comme la nôtre? Bien, je pense que le fédéral peut justement aider, notamment actuellement avec le développement du REM. On a laissé faire certains réseaux de transport public qui peuvent plus. Donc, en fait, il y a un manque de connectivité. Puis pour moi, moi, j'ai une formation de géographe. Fait que quand tu ajoutes un système de transport public, tu n'en enlèves pas un autre. En fait, il faut que tu les ajoutes, il faut que tu les additionnes. C'est ça, en fait, la voie du futur quand on parle de transport en commun pour le futur, c'est l'ajout de nouvelles options pour les citoyens et les citoyennes et non pas le remplacement d'une option pour une autre, parce qu'après ça, c'est sûr qu'on se retrouve avec des gens qui, par exemple, prenaient le transport en commun. Pour eux, c'était beaucoup plus facile et tout à coup, ils se retrouvent à devoir reprendre leur voiture sur le pont Champlain. Donc, on n'a encore là pas réglé le problème. Donc, il faut vraiment assurer la connectivité. Il faut additionner les mesures de transport. T'sais, on a créé une une troisième voie ou quatrième, même, je pense, sur le pont Champlain, dans les deux sens, pour les autobus au départ. Puis là, on nous dit, finalement, non, c'est pour question de sécurité, mais c'est parce que pourquoi on ne ferait pas passer aussi des autobus là? Donc, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on aille travailler. Puis ça, c'est avec le niveau fédéral qu'il faut qu'on travaille, mais aussi avec les municipalités pour s'assurer des connectivités pour que les autobus puissent transporter les gens qui sont dans leur quartier, qui n'aillent pas à prendre l'autobus leur voiture personnelle pour se rendre à un endroit qui est plusieurs kilomètres plus loin. Je veux dire, finalement, on n'a pas vraiment réglé le problème. Au contraire,
on n'a même pas, je dirais, un peu réglé. On a juste transformé la chose. Donc, il faut que les acteurs travaillent ensemble. Il y a des discussions en cours en ce moment sur un projet de 30 logements sociaux à Chambly. Vous l'avez quand même pas mal évoqué, là, mais Oui. qu'est-ce que votre parti propose pour accélérer la création de logements abordables et sociaux? Mais nous, on veut vraiment qu'au niveau économique, les municipalités puissent être accompagnées dans le développement de logements abordables et de logements sociaux, parce qu'il y a différents types de logements, effectivement. Donc, on puisse accompagner les municipalités quand il y a des projets structurants, des projets qui vont se faire tout en respectant, ceci dit, la biodiversité, parce que ça, c'est un enjeu aussi. On veut développer plus de logements, mais il faut faire attention, de l'autre côté, à la perte des milieux ou encore à ce que notre milieu puisse accueillir ces logements-là. Donc, que ce soit aussi au niveau du transport et tout ça. On le voit, on ajoute des logements, mais il faut aussi s'assurer qu'il y a des infrastructures autour des endroits où on développe le logement. Mais je pense qu'effectivement, les municipalités ont énormément de poids sur les épaules pour le développement de logements, puis il faut que les gouvernements soient là pour accompagner, puis aider à subventionner ça. Maintenant, concernant le développement économique des régions, pouvez-vous me nommer, puis là, vous avez parlé de l'achat local, mais des mesures concrètes qu'on peut faire pour aider à diversifier économiquement nos régions? Bien, moi, quand je parle de nos régions, c'est sûr que c'est surtout la région ici qui me tient à cœur, Absolument. Chambly-Belleuil. Encore hier, j'étais avec des amis dans la région, des amis qui venaient d'Europe, puis je leur faisais découvrir pour la première fois cette région. Donc, je trouve qu'on a quelque chose de tellement magnifique ici. Puis quelque chose que, bien moi, je l'ai vu évoluer. Hein, ça fait depuis 1974 que je suis dans la région. Donc, j'ai vu beaucoup, j'ai grandi dans le champ. Maintenant, c'est la banlieue. Bien, ça fait partie de la vie, hein, c'est normal. Mais en même temps, on veut aussi protéger nos ressources, nos richesses. Je pense par exemple à la rivière Richelieu. Donc, pour moi, oui, le développement des régions, notamment la nôtre, est important, mais je trouve qu'il faut des développements structurants qui considèrent les richesses de chacune de ces régions-là. Puis pour moi, la richesse, bien, en fait, il y en a plusieurs ici à Chambly-Belleuil. Le mont, en fait, la montagne qu'on a, le mont Saint-Hilaire, qui est une réserve de la biodiversité, quelle richesse incroyable. C'est pas toutes les régions qui ont ça. On a aussi donc cette rivière qui traverse, comment je pourrais dire, en fait, qui traverse plusieurs de nos municipalités, qui est structurante aussi. Il faut absolument préserver la qualité de l'eau, travailler avec les acteurs locaux. Il y a beaucoup d'organisations qui protègent déjà la rivière. Il faut travailler vraiment de concert avec ces associations-là, leur donner les moyens concrets de travailler sur le terrain. Donc, pour moi, le développement économique se fait aussi dans la protection du paysage, de la biodiversité, puis tout en développant, ceci dit, quand même, les entreprises sur notre territoire, en appuyant le développement de ces entreprises-là. Puis ça veut dire aussi appuyer le développement dans les milieux de vie, dans les communautés. Donc, par exemple, le Vieux-Belleuil, le Vieux-Chambly, tous les petits commerces qu'on retrouve là, ou tout au long de la 116 aussi. Donc, pour moi, il faut vraiment travailler avec les entreprises dans un développement local, mais adéquat, puis qui s'assure que les générations futures, puis je veux dire nous-mêmes, hein, on puisse protéger nos paysages, puis les beautés de notre région en collaborant avec les organisations locales. Tout à fait. Bien, ça m'amène justement au point suivant. Quels sont vos plans pour stimuler l'économie locale, notamment en soutenant les petites entreprises et en favorisant l'achat local dans des secteurs, comme vous le mentionniez, comme dans le Vieux-Belleuil, par exemple? Mais je pense que le travail avec les acteurs du milieu est super important. Donc, vraiment s'assurer que, par exemple, dans les différents quartiers, là j'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, quartiers très en effervescence économiquement dans notre belle région. Donc, s'assurer que ces quartiers-là se développent en collectivité,
pas juste au niveau entrepreneurial, mais aussi au niveau de la collectivité, qu'on ait des services qui sont adéquats aussi pour les populations dans ces secteurs-là, donc à différents niveaux. Puis aussi conserver nos services dans notre région. Par exemple, il y en a eu des caisses populaires qui ont fermé, il y a eu des entreprises qui ont dû déménager ou carrément être fermées. Donc ça, je trouve qu'il faut vraiment s'assurer que pour le futur, on puisse conserver ces entreprises-là ici. Les entreprises sont un apport pour nos collectivités. Oui, je dirais ça. Nous sommes rendus à M. Laurent de Cazeneuve, candidat du Parti libéral du Canada. C'est pas dans Belleuil-Chambly, c'est dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Voilà, Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Merci beaucoup d'avoir accepté à pied levé l'invitation. C'est très, très, très apprécié. Ici, dans la région, le transport en commun, c'est un enjeu. C'est difficile d'utiliser seulement l'autobus, par exemple, ou d'autres transports que la voiture pour réussir à se déplacer. Qu'est-ce que votre gouvernement, s'il est élu, pourrait faire pour ça, pour aider le transport en commun dans des communautés de taille moyenne, là, comme la nôtre? Absolument. Je pense que le transport en commun, malgré que ce soit une compétence provinciale, devrait avoir son importance du côté fédéral en termes de financement. Lorsqu'on parle de changement climatique et d'environnement, le transport en commun devrait être le pilier des mesures que nous prenons pour contrer le changement climatique. Je suis un grand adepte du transport collectif et je pense que nous devons rattraper une sorte de retard aussi que nous avons au Québec, au Canada. Contrairement à d'autres pays, on voit souvent en Europe les différences, comme par exemple avec le TGV qui est une belle réussite en Europe, que nous commençons tout juste d'avoir en projet. Et nous devons continuer dans cette direction pour assurer qu'on ait des réseaux différents de transport en commun qui soient financièrement viables, mais qui puissent aussi se développer. Donc, lorsqu'on me dit que c'est aux provinces de gérer le transport en commun, je trouve que le fédéral devrait continuer et le fait déjà à financer, à être là pour appuyer les différents projets. Mais ce que je suis curieux de voir aussi, c'est très bien que la Ville de Québec, que Montréal aient leur projet de transport en commun, mais presque une jalousie des petites communautés, des moyennes communautés existent, de voir des projets similaires, semblables exister dans la leur. Lorsqu'on voit des bus électriques à Longueuil ou à Boucherville, je souhaiterais que des petits villages ou des villes moyennes puissent avoir autant les options et d'avoir le financement de pouvoir y accéder. Donc je pense qu'il faudrait aller sur la diversification du financement. C'est excellent que des villes qui sont plus peuplées aient accès à ces projets-là, mais vraiment, si on veut pouvoir contrer le changement climatique et favoriser les personnes à utiliser le transport en commun, parce que malgré le fait qu'ils existent, souvent, par facilité ou manque de temps, on préfère la voiture qu'un bus ou de prendre le REM. Ce qui est malheureux parce que ces moyens-là existent déjà, mais en termes de temps, il est quand même encore plus favorable d'utiliser une voiture. Je trouve ça très malheureux et qu'il faudrait favoriser, par exemple, des navettes, favoriser des trajets directs et diversifier, encore une fois. Je trouve que c'est l'avenir et que ça aurait dû avoir été fait depuis très longtemps. Les jeunes, particulièrement, aiment beaucoup les transports en commun, je trouve, et qui souvent, surtout lorsqu'on est adolescent, est le seul moyen de transport pour aller rencontrer nos amis. Et j'aimerais que ça continue comme une habitude, qu'on n'ait plus forcément ce rêve d'avoir une voiture un jour pour être indépendant, mais se sentir indépendant avec le mouvement collectif. Montréal est un bel exemple, mais je souhaiterais que plus de communautés puissent sentir cet amour pour le transport collectif. C'est un très beau rêve, en effet. Nous allons, c'est la dernière question avant de passer à une question du public, si on en a. Donc, on va traiter de logement et de développement urbain. Donc, avec les discussions en cours sur un projet de 30 logements sociaux à Chambly, quelles mesures votre parti, advenant le cas où il serait au pouvoir, proposera-t-il pour accélérer la création de logements abordables dans la circonscription? Lorsque je parlais de logements abordables, j'ai mentionné l'entente Canada-Québec sur l'accélération de logements et je pense que ça, c'est un bel exemple de comment est-ce que deux paliers de gouvernement peuvent collaborer pour livrer des résultats pour les communautés. Donc, ce sera le fédéral et au provincial de collaborer ensemble sur les enjeux qui touchent les communautés comme celle-ci, comme celle de Boucherville, Varennes, Verchères, par exemple, dans mon comté. Cette collaboration permet d'accélérer
le logement abordable, d'accélérer les constructions, comme je parlais des projets que j'ai vus. C'est une belle étape, mais il faut continuer dans cette direction pour s'assurer que ça perdure sur une durée plus longue que les prochaines années. Lorsqu'on parle, c'est souvent relié à l'immigration, par exemple, que de notre capacité d'accueil soit reliée avec notre capacité de loger le monde. Donc, ça devrait suivre dans cette perspective sur une décennie et plus loin, de bonifier en fait les ententes qui existent avec des financements accrus pour livrer des résultats concrets. Et lorsqu'on parle d'immigration, ça rentre en jeu. Moi-même, je suis un immigrant, donc j'ai vécu l'arrivée ici, trouver un appartement, commencer de zéro. Je suis arrivé sans mes parents, donc je me retrouvais complètement seul à devoir chercher un appartement. Et le fait qu'on ait besoin d'immigrants pour continuer dans la direction que notre pays a déjà suivie avec toute cette belle intégration, et j'espère être un bel exemple de ça aux jeunes qui m'écoutent. Mais il faut faire face à la réalité des choses, qu'il n'y a pas encore assez de logements et qu'il faut continuer à cette collaboration avec les municipalités et le provincial pour aller de l'avant. Quels sont vos plans pour stimuler l'économie locale, notamment en soutenant les petites entreprises et en favorisant l'achat local dans des secteurs comme le Vieux-Belleuil, le Vieux-Chambly? Oui, alors, comme je vous disais, donc au Vieux-Boucherville, j'ai trouvé beaucoup de magasins et de personnes qui favorisent l'achat local. Il y a en plus une stratégie d'achat local qui a été lancée à Boucherville et dont j'ai discuté avec le maire de Boucherville, M. Martel, qui en était tout fier avec, dans son bureau, des affiches de cet achat local. Je pense que c'est la responsabilité du fédéral d'être à l'écoute, comme je disais, d'écouter les avis, les conseils de comment mieux favoriser l'achat local ou d'autres stratégies. Je pense qu'il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place sur la table et c'est avec cette collaboration, en vraiment donnant le temps et l'écoute qu'on puisse trouver des exemples concrets de favoriser le développement économique local, de favoriser et de diversifier, ça revient sur le commerce intérieur, de diversifier les opportunités que les entrepreneurs et surtout les petites entreprises ont, pas seulement d'achat local, mais pourquoi pas exporter à travers le pays. C'est tout à fait justifiable et tout à fait une option qui devrait être comptabilisée. Donc, c'est ça, c'est vraiment la collaboration qui, je pense, serait la colonne vertébrale de cette stratégie que nous devrions avoir pour diversifier tout ça. Pour un peu continuer dans le même thème, dans la même veine, il y a quand même là, au sein de votre gouvernement là, un ministre responsable au développement économique. Est-ce que vous pouvez nommer des mesures concrètes qu'un gouvernement Carney voudrait faire au niveau du développement économique dans les régions pour cette diversification-là? Une chose qui m'a impressionné et que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que le gouvernement ait déjà essayé de favoriser le tourisme local et le tourisme canadien en assurant en fait une accessibilité accrue à nos parcs régionaux, à nos commerces, au tourisme local, comme je disais. Donc, je pense que ça, c'est un bel exemple de comment on peut, cet été, par exemple, inciter les familles canadiennes à aller découvrir d'autres régions du pays, à acheter local, comme on disait, mais aussi à visiter, à découvrir différentes parties du pays. Donc ça, c'est un exemple de développement économique qui a été pris par le gouvernement libéral. Il y en a tant d'autres. On avait la ministre responsable du développement économique Québec, Mme Pascale Saint-Onge, qui a fait des annonces incroyables pour bonifier en fait le développement économique et qui était précédée par Mme Soraya Martinez-Ferrada et qui était liée au tourisme. Donc le fait qu'on ait eu une ministre du tourisme et du développement économique allait de pair avec l'identification des opportunités et des décisions que nous devrions prendre pour le bonifier. Donc, les initiatives de tourisme local sont excellentes et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui peut être ajouté encore dans le futur, dans un futur proche particulièrement. Signe que l'été est assurément à nos portes. On se trouve au cinéma de Mont-Saint-Hilaire avec le propriétaire, M. Kevin Patnaud. Bonjour, M. Patnaud. Salut, salut.
Comment ça va? Ça va très bien. Il neige un peu dehors, mais là, ça s'en vient pour vendredi prochain, hein? Oui, c'est ça. On est à 2 jours d'ouvrir, puis il neige présentement au Cinéparc. C'est bien drôle, là, mais on le sait qu'au moins, il n'y aura pas de neige pour le 18 avril. Là. Vous avez fait des investissements massifs pour le Cinéparc pour cette année. On va aller voir plus tard de quoi ça a l'air, mais parlez-nous un peu là, du processus. Bien, on a décidé de changer un de nos projecteurs. On a 2 écrans. On a décidé de changer pour du laser. C'est la nouvelle technologie. C'est puissant incroyablement. L'image est belle. C'est du 4K. C'est comme si vous regardiez la télé à la maison, mais dehors, à l'extérieur, très loin, dans le fond du projecteur, jusqu'à l'écran. L'image ne se perd pas. L'image est super belle. Les couleurs sont incroyables. Donc, ça va être une expérience pour que les gens puissent vivre. Parlant d'expérience, les cinéparcs au Québec, il y en a de moins en moins. Pourquoi c'est encore une expérience incroyable d'aller dans un cinéparc? Le cinéparc et le cinéma, c'est vraiment différent. Le cinéparc, je dis tout le temps aux gens que c'est comme un tailgate party. Les gens peuvent être à l'extérieur avec leurs enfants en pyjama. Ils peuvent être dans leur voiture en bulle. Les enfants peuvent faire du bruit, ça ne dérange personne d'autre. Ils peuvent jouer sur le terrain, amener leur ballon, jouer en famille, ils se lancent la balle. C'est vraiment comme un party. Puis, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne encore? C'est que aussi les prix sont alléchants. Les films, c'est du 2 pour 1. Fait que ça, c'est déjà très avantageux. Les prix de nourriture aussi au comptoir, c'est moins cher qu'au cinéma. Puis c'est le fait aussi que ça fonctionne très bien, c'est qu'on n'est plus beaucoup de joueurs. Fait que les gens de la Rive-Sud ont juste le cinéparc Saint-Hilaire maintenant que Boucherville est fermé. Puis, dans le fond, on est 5 au Québec. Là. Fait que, je dis qu'on est les guerriers ou un peu comme dans Obélix et Astérix, là, les derniers survivants, les derniers Gaulois, dans le fond. Mais c'est pas parce que ça marche moins. Hein? Vous me disiez que l'année passée, vous aviez environ 60 000 clients qui sont venus. Oui, dans le fond, nous, dans les 5 dernières années, nos chiffres, ils sont toujours en ascension. L'année passée, c'est notre 2e meilleure année. La meilleure année de toute l'histoire du cinéparc des 50 dernières années a été l'année 2023, mais l'année 2024 a été excellente. C'était notre 2e meilleure année à vie. Donc, on est vraiment content. La COVID nous a fait connaître beaucoup. Les gens pensaient qu'on était fermés ou que ça n'existait plus, mais les cinéparcs étaient ouverts pendant que les cinémas ne pouvaient pas opérer, dans le fond. Ça nous a vraiment aidés. Là. OK, donc, contrairement à d'autres entreprises, c'est la pandémie vous a aidé. Oui, nous, on était apeurés au début parce qu'on n'a pas pu ouvrir en avril comme d'habitude. On était obligé d'ouvrir fin mai. Puis il n'y avait pas de film qui sortait. Les studios américains ne sortaient aucun film. Donc on s'était dit, comment est-ce qu'on va faire pour fonctionner? Puis en fin de compte, comme on était les seuls ouverts dans le monde du cinéma, on a réussi à tirer notre épingle du jeu en jouant des films de l'année d'avant. Mais on remplissait à pleine capacité le cinéparc, dans le fond, même si on jouait des films de l'année d'avant. Vous, ça fait longtemps que vous êtes dans le monde des cinémas, des cinéparcs. Pouvez-vous nous expliquer comment c'est que vous êtes tombé dans cet univers-là? À 17 ans, j'étais engagé comme placier dans un cinéma à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, à ce moment-là, les propriétaires étaient propriétaires du cinéparc à Saint-Hilaire aussi. Il y avait des parts dans ce cinéma-là. Puis, je me disais toujours qu'un jour, j'allais acheter le cinéparc. J'avais ce petit rêve-là. Puis, au fil du temps, c'est arrivé, dans le fond, en 2017. J'ai acheté les parts avec André Monette, puis on est partenaire ici depuis 2017. Vous avez même trouvé l'amour dans un cinéparc? Oui, je l'ai trouvé au cinéma. Dans le fond, j'étais engagé à 17 ans dans mon cinéma de quartier, puis la petite assistante gérante qui était là à ce moment-là étudiait à l'université, mais travaillait là à temps partiel. Puis je suis tombé en amour avec. Puis là, on parle de l'an 2000. Puis maintenant, on est en 2025. Puis on est ensemble. On a 3 enfants. Fait que le cinéma et nous... j'ai des photos de mes enfants en bébé dans la machine à popcorn. Ça ne me rajeunit pas. Mais ouais, le cinéma, on a trouvé l'amour grâce à ça. Vous avez dit tantôt que le cinéparc n'est pas en perte de vitesse. Vous avez déjà beaucoup de clients. Pourquoi c'est important pour vous de vraiment investir dans un nouveau projecteur? Bien, nous, on veut être vraiment à la fine pointe de la technologie. On ne veut pas que les gens pensent que venir au cinéparc, c'est comme dans le temps avec un speaker accroché sur sa voiture, puis une image qu'on ne voit pas bien. On n'est vraiment pas là. Je vous dirais de venir voir. C'est incroyable, l'image. Je ne veux pas me comparer au cinéma, mais
Il y a plein de cinémas qui ne sont pas au laser encore aujourd'hui, là, qui sont encore au projecteur à lampe, puis c'est correct. Notre projecteur de l'écran 2 est à la lampe, puis l'image est super belle. Mais nous, on voulait aller amener ça une coche de plus. Puis tant qu'à changer le projecteur, on s'était dit, on va acheter le meilleur projecteur sur le marché. Puis ça favorise, ça incite les gens à venir voir, mais surtout, c'est une expérience, comme vous l'avez dit, qui est plus économique. Pourquoi c'est important pour les familles de la région d'avoir un cinéparc? Bien, nous, ce qu'on veut, c'est rester vraiment abordable. On veut que les gens viennent au cinéparc, puis ça ne leur coûte pas 100 $ venir ici. Pour une famille, c'est maximum 30 $ parce qu'on a un forfait voiture. La nourriture ici est moins chère qu'au cinéma parce qu'on sait que les gens ont le droit d'amener leur nourriture, puis on est bien correct avec ça, on est content, mais on le sait qu'ils vont finir par venir chercher un popcorn, une slush, puis si les prix sont bons, bien les gens, on l'entend, ils sont prêts à plus dépenser parce qu'ils sentent que les prix ont de l'allure. Donc, ça reste un environnement qui est culturel pour la famille. Donc, c'est une place dans le marché qui est importante. Oui, vraiment. Puis, tu sais, nous, on a 2 écrans, puis on dit toujours que l'écran 1, à partir du mois de juin, c'est l'écran des familles, parce qu'il y a beaucoup de blockbusters qui sortent. Puis, les films d'enfants, on veut tous les jouer parce que ça attire vraiment une belle clientèle. Est-ce qu'il y a des gros films qui vont sortir cet été? Oui, cet été, il y a vraiment un été incroyable de films. On a des Missions Impossibles, on a des 4 Fantastiques, on a Lilo et Stitch, on a Dragon, en tout cas. On a Minecraft qui sort, on le sort vendredi. Il y a plein de films, j'en oublie, là, mais la liste est énorme. C'est la meilleure année de sortie de films depuis la COVID, dans le fond. Donc, c'est un rendez-vous pour tout le monde à la maison. On va mettre le numéro de téléphone du cinéma à l'écran. Les gens pourront appeler pour aller s'informer, regarder la programmation. Puis nous, on va aller voir le nouveau projecteur. Super, merci. On se trouve dans la salle où il y a le nouveau projecteur avec M. Patnaud. Expliquez-nous, là, cette grosse machine-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Bon, bien, premièrement, le projecteur est 2 fois plus gros que le projecteur qu'on avait avant en luminosité. On parle de 57 000 lumens comparé à 23 000 lumens où on projetait avant. Donc, l'image est 2 fois et demi plus claire qu'avant. C'est un laser qui est l'éclairage à l'écran. Ce n'est plus une lampe qui projette l'image. Donc, ça prend un système pour refroidir tout ça. Il faut être en hauteur parce que les gens ne peuvent pas passer devant le projecteur, même mettre une main pour faire les rigolos parce qu'ils peuvent se brûler au 2e degré. Puis la même chose, s'ils se mettaient à éclairer, à regarder le projecteur, ils pourraient en devenir aveugles. Fait qu'on avait des specs à rencontrer. On devait mettre le projecteur à une hauteur de 9 pieds minimum. Donc, on a dû refaire la toiture, monter notre projecteur sur un piédestal, mais ça en vaut tellement la peine, là. Bien, moi, ma vieille idée, c'était de croire que les projecteurs, c'était encore avec des bobines et des affaires. Ça fait combien de temps que c'est aussi technologique que ça? Bien, je vous dirais, là, en 2007, est arrivé les projecteurs à lampe, on appelle les projecteurs numériques, donc il n'y avait plus de bobines. Puis, à ce moment-là, c'était vraiment plus simple là, pour ce qui est du montage. Puis, tu sais, une bobine se graffinait parce qu'elle passait dans un mécanisme. Puis, au bout d'un certain nombre de représentations, on le voyait à l'écran pour quelqu'un qui était vraiment au courant ou qui s'en rendait compte. Là, on voyait les petites graphines. Tandis que maintenant, avec un projecteur laser comme ça, on peut jouer un film 1 million de fois, puis la qualité va être aussi belle. On n'a pas besoin de changer le laser avant 25 000 heures, tandis qu'une lampe, on faisait 2000 heures avec elle. Fait qu'on, tu sais, c'est un investissement quand même, beaucoup d'argent, mais on économise d'un côté, c'est moins énergivore, on n'a pas besoin de changer de lampe 1 à 2 fois par été, donc il y a trop d'avantages pour ne pas y aller. On est content d'avoir fait l'investissement. Pour les néophytes, ceux comme moi qui sont pas au courant, comment on fait quand on est au cinéma pour avoir accès aux films? Avec qui on parle, puis comment on met les films là-dedans? Bon, c'est simple. Vous allez trouver ça bien simple. Dans le fond, on parle aux distributeurs de films, les majors qu'on appelle. Au Québec, on a des distributeurs comme Iminafilm, on a les maisons 4/3, mais sinon, les films aussi qu'on joue, c'est Disney, Fox, Paramount, Universal, Sony. Bien, on a des contacts avec eux, puis on fait des ententes de location de films pour une durée qui est souvent minimum 2 semaines, puis on paie un pourcentage de nos recettes de billetterie en location de film. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de savoir qu'un film, entre telle date et telle date, a connu tant d'argent au box-office. Oui, dans le fond, nous, on doit envoyer à tous les soirs nos chiffres.
C'est à ce moment-là que c'est rentré dans un serveur. C'est un serveur américain, dans le fond, une compagnie américaine qui compile tous les films joués en Amérique du Nord. Puis c'est comme ça qu'on est capable de dire en fin de semaine, tel film a fait 60 millions de box-office, parce que tout le monde est obligé d'envoyer ses chiffres. De toute façon, c'est là-dessus qu'il se fie pour nous refacturer après ce que ça nous aura coûté, dans le fond, comme montant. Dans tous les cas, c'est très impressionnant de voir ça, cette machine-là. Ça a l'air très performant. Puis, m'avait fait un peu peur avec la chaleur que ça peut sortir. Je conseille à tout le monde de ne pas mettre sa main devant ça. Non, bien, de toute façon, vous n'êtes pas assez grand pour... c'est assez sécuritaire. Personne peut se rendre là. Puis, les employés sont au courant aussi. Ils ne viennent pas sur la plateforme lorsqu'on est ouvert. Donc, tout a été bien fait dans les règles de l'art. Puis, on est vraiment contents. Venez voir ça. C'est magnifique. Donc, on invite tout le monde à les maisons à venir au cinéma, au cinéparc de Saint-Hilaire pour venir voir le nouveau projecteur. Puis la définition de ça, c'est quoi? C'est du 4K? En plein ça, c'est du 4K, donc c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. Madame Alexandra Labbé, mairesse de Chambly. Une autre belle nouvelle aujourd'hui pour le service d'incendie de la ville. Oui, tout à fait. En fait, service d'incendie de la ville de Chambly, mais aussi de Carignan. On a une belle entente intermunicipale. On dessert aussi la population de Carignan. On vient inaugurer, ou en fait, je ne sais pas comment on annonce ça, le pont de la crémaillère de notre nouveau bateau, notre nouvelle embarcation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrivait en fin de vie de notre bateau, notre ancien bateau. Il y avait maintenant 20 ans. Puis on a pris le temps là, de faire une bonne liste de tous les besoins qu'on avait sur l'eau parce qu'on assure quand même une bonne surveillance, une certaine sécurité sur l'eau du bassin de Chambly. Donc on vient vraiment là, acquérir une embarcation qui va répondre à ce qu'on a besoin de faire, soit sauver les plaisanciers qui sont en détresse sur l'eau. Donc une belle capacité de remorquage, on est capable d'aller sauver des gens sur l'eau. On a vraiment là, ajouté tout l'équipement nécessaire pour être capable de le faire dans toutes les conditions, donc même quand la visibilité est nulle, même de nuit, on va vraiment là, avoir une meilleure embarcation qui va répondre cette fois-ci, non pas pour 20 ans, là, mais probablement un 30-40 ans à nos besoins pour les plaisanciers, ici à Chambly, mais tout le long de la rivière Richelieu, avec nos ententes intermunicipales, on prête main forte à tout le monde au cours de la rivière. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes présentement avec Nicolas Drapeau, directeur du service d'incendie à la ville de Chambly. Bonjour, Monsieur Drapeau. Pouvez-vous nous parler un peu de votre nouvelle embarcation? Bien oui, c'est la ville de Chambly qui a procédé à l'achat d'un nouvel équipement, une nouvelle embarcation pour le sauvetage et l'extinction incendie sur le bassin, ici à Chambly et la rivière Richelieu. C'est une embarcation qui a été conçue par l'entreprise Titan et Nautique et Art, ici, qui est à Windsor, au Québec. Et puis, c'est ça, on vient de le recevoir, alors nous sommes prêts à le mettre en service là, en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce que cette embarcation-là de spécial pour les interventions, notamment sur le bassin ou la rivière? Oui, cette embarcation-là est conçue expressément pour le sauvetage, alors pour vraiment assister les plaisanciers qui seraient en détresse, ou des kayakistes aussi, ou ceux qui sont en planche à pagaie. Et il y a aussi un équipement au niveau de la pompe incendie pour pouvoir procéder à l'extinction, soit des feux d'embarcation ou des maisons flottantes, là, qui est arrivé beaucoup plus à la mode là, ces dernières années. Alors, nous voulions être équipés et prêts, être parés à ces genres de situations-là d'urgence. Et il y a les marinas aussi sur la rivière Richelieu et à Chambly, lequel il y a beaucoup de risques au niveau de feux d'embarcation. Il y a beaucoup d'embarcations, alors ça va être une façon, nous, de pouvoir procéder à l'extinction par la rivière. Puis j'imagine qu'il y a du personnel qui a été formé justement pour pouvoir être sur cette embarcation-là, faire des interventions dans votre équipe? Oui, tout à fait. J'ai le chef aux opérations ici, Serge Brunel, avec son équipe qui ont procédé, dans le fond, à toute la mise en place des formations pour cette nouvelle embarcation-là. Il y a des procédures là, qui ont changé comparativement à notre ancienne embarcation. Alors, tout ça est en branle présentement. Au mois d'avril-mai, les formations vont être données à tout le personnel incendie là, pour la conduite et les opérations de sauvetage là, sur cette embarcation-là. Puis là, vous parlez d'avril-mai pour les formations. Ensuite, est-ce que l'embarcation va être sur le bassin pour l'été? Comment ça va fonctionner? Oui, dès que les formations continues vont être complétées, l'embarcation va être officiellement en service là, sur le bassin. Et il va y avoir des plages horaires durant tout le mois de juillet et août
pour pouvoir être sur l'eau et être en mesure de faire de la surveillance et la prévention aquatique, nautique. M. Drapeau, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour les usagers qui vont venir sur le bassin dans les prochaines semaines de sécurité? Oui, certainement. Toujours s'assurer que la météo est clémente pour notre type d'activité qu'on fait sur l'eau et de s'assurer d'avoir les équipements de protection individuelle, la veste de flottaison, le sifflet, très important. Alors, toujours s'assurer de faire ça de façon sécuritaire. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la sécurité des usagers du bassin de Chambly. Oui, tout à fait. Très bonne nouvelle. L'équipement adéquat, dans le fond, pour toute l'équipe, cette équipe-là de sauvetage. On sait, en lien avec l'enquête du coroner, avec les accidents qu'il y a eu dans le passé au niveau des sauveteurs nautiques, on voulait s'assurer d'avoir le meilleur type d'embarcation possible là, pour faire ces interventions. On est présentement avec Luc Larochelle, président de Nautique Or, l'entreprise qui a créé le bateau. Monsieur Larochelle, pouvez-vous nous parler un peu de la technologie sur le bateau? On voit qu'il y a des caméras assez spéciales. Cette embarcation-là, elle est munie d'une caméra thermique, une caméra de jour et une caméra thermique. À toutes les fois que les les sauveteurs vont sortir, soit la nuit, ils peuvent détecter une cible, mettons, à 500 mètres dans l'eau. Donc, ça va être vraiment le rapport chaleur-froid qu'on va voir dans la caméra. Donc, on peut détecter une personne, un être humain qui est à l'eau, dont la tête est sortie de l'eau jusqu'à un demi-kilomètre de distance. Le bateau de service d'incendie est aussi équipé de panneaux solaires. À quoi ils servent? Exactement. Le panneau solaire, il est là juste pour maintenir la charge. Quand que le bateau ne fonctionne pas, est taqué, il peut rester plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, on s'assure que les batteries sont toujours à 100 % maintenues par ce panneau solaire-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Communiquez avec nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Régional.